Donc, de renom. Enfin, au moins sur Bismart. Voilà, on va dire ça comme ça. Anne-Sophie Alsif, salut Anne-Sophie, chef économiste BDO. Et Philippe Wechter, salut Philippe, Ostrom Asset Management. Alors, question très ouverte sur peut-être laissé de côté, à moins que, mais comme je le faisais hier, j'ai l'impression que sur le principe de la réforme, tout a été dit. Mais c'est maintenant sur la mobilisation sociale, les parallèles qui peuvent être faits ou pas avec 2010, avec 95, enfin voilà. Anne-Sophie, comment est-ce que vous voyez les choses ? Je pense que là, on ne peut pas vraiment comparer par rapport à 2019 et même ce qui s'est fait avant. Déjà parce que la situation politique est assez différente. C'est vrai que pour le président, il n'y a pas de réélection, donc il y a un petit peu l'idée de dire je ferai la réforme comme je l'avais prévu. Il faut aussi savoir qu'au niveau européen, il est assez affaibli, puisqu'il avait dit que ça allait être quand même le président qui allait assainir les finances publiques. Bon, ça a un petit peu échoué ces derniers mois, donc la réforme de l'assurance chômage et des retraites, c'est un petit peu ce qu'il pourra mettre devant les partenaires européens en disant regardez, j'ai quand même fait quelque chose pour les finances publiques avec une réforme des retraites qui est quand même assez difficile, notamment sur l'âge de départ. C'est vrai, des autres pays européens ont déjà fait leur réforme. Juste un point, garde le reste de ton raisonnement. Juste un point là-dessus, c'est important dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, les 270 à 300 milliards d'euros qu'on va aller chercher sur les marchés. C'est important d'envoyer ce signal-là ? Oui, c'est important parce que tout le monde a fait du quoi qu'il en coûte. Donc voilà, on n'est plus sur le niveau de dette maintenant qui sont élevés partout. Tout le monde a des difficultés. Par contre, ce qu'il faut, c'est donner des signes de réforme structurelle. Certes, on ne fait pas de la restriction budgétaire, mais on donne des gages et on fait des réformes structurelles pour rassurer. Donc ça, c'est assez important. On en avait parlé au premier quinquennat. Bien sûr, ça n'a pas pu se faire. Et c'est vrai que aussi, pour toujours reprendre du poids, notamment par rapport aux pays du Nord, c'est bien de dire qu'il a, on va dire, la légitimité, la force politique dans son pays de faire une réforme. Donc ça, c'est en effet premier pas point le même important mandat par rapport à 2019 où il y avait quand même aussi une réélection. Et puis le deuxième aspect, c'est assez intéressant, c'est l'aspect pouvoir d'achat. C'est vrai que le gouvernement s'était dit, on essaie de dealer 2 ans en plus, et puis par contre, on fait cette fameuse retraite à 1 200 € lorsque vous avez entièrement cotisé pour augmenter le pouvoir d'achat, notamment des très petites retraites. Donc ça pouvait être une bonne nouvelle en disant vous travaillez plus, mais on vous donne plus dès le mois de septembre. Donc c'est quand même assez effectif. Et dans un contexte de crise de l'énergie inflationniste, c'est vrai qu'il y avait l'idée de se dire ça pouvait peut-être plus se passer parce qu'il y allait avoir pour beaucoup un gain d'argent à court terme. On voit que c'est pas du tout le cas et on voit que, alors là c'est les enquêtes d'opinion, vous allez me dire ça peut changer après la manifestation, qu'il y a vraiment l'idée de se dire c'est encore un acquis qu'on va perdre et l'aspect chiffre bien sûr joue, mais c'est vrai qu'en sortant de ce quoi qu'il en coûte, on a mis des dizaines de milliards chaque semaine, mais il y a l'idée de se dire pourquoi encore les retraites, on sait qu'il y aura encore plein d'autres réformes et si je ne fais rien maintenant, je sais que je pourrais perdre après. Donc ça c'est quand même assez développé et dans l'ensemble de la population, que ce soit les partisans de droite, de gauche ou des salariés du public ou du privé. Je me permets, toute petite correction, waouh. Ouais. 85% du SMIC et pas 1200, c'est-à-dire qu'en plus elle est indexée. Tout à fait. Donc, et c'est vrai, tu as parfaitement raison, mais c'est passé totalement à l'as. Philippe. Moi je crois qu'il y a des différences quand même par rapport aux périodes précédentes. En 95, c'est souvent... Alors c'est la référence. Mais 95, c'était le secteur public qui était, sur lesquels il y avait des réformes. C'est vrai. Et donc... là, c'est le secteur privé. Le secteur public est à peine touché par les réformes. On parle évidemment de la RATP, etc. Mais c'est marginal par rapport à ceux qui vont être touchés. Donc, la dynamique d'entraînement, l'effet persistant, ne sera pas le même du tout. Et puis, il y a quelque chose qui n'existait pas en 95, et je pense que le mot même n'existait pas, ça s'appelait le télétravail. Et donc, le côté je suis bloqué, je ne peux pas travailler, etc., n'a pas du tout la même allure aujourd'hui qu'en 95. J'écoutais mon éminent confrère François Langlais ce matin qui disait, donnez ce chiffre, je ne l'ai pas vérifié, mais je lui fais vraiment confiance, moins de 2% des Français avaient un téléphone portable. Oui, probablement. En 1995. Et puis en 2019, la réforme n'existait pas. Non, il y a celle de 2010 entre les deux que vous oubliez quand même. 2010, à un moment, il y a 3 millions de personnes dans la rue. La réforme de Sarkozy, la réforme Woerth-Sarkozy, celle qui passe de 60 à 62. Enfin, Woerth, Fillon, Sarkozy, voilà, rendons. À un moment, il y a 3 millions de personnes dans les rues.
Et Sarkozy tient ferme. Voilà. Oui, voilà. Les syndicats aussi étaient aussi moins unis. Ils l'étaient au début, mais après, ils l'étaient moins. Le pouvoir avait c'est ça qui va être intéressant dans les jours à venir. C'est-à-dire qu'ils sont tous prêts à manifester le premier jour, mais on voit bien qu'ils sont tous sur des créneaux différents. Et donc, à voir comment les choses vont évoluer, parce que il sera facile, à mon avis, au gouvernement de planter des pics aux endroits où ça fait mal entre les syndicats. Mais c'est quoi les endroits où ça fait mal entre les syndicats ? Moi, j'ai l'impression, c'est ce qui rend un peu cette discussion très compliquée, j'ai l'impression que c'est une affaire personnelle contre Macron. D'où cette idée, effectivement, que tout l'aspect social qui... on peut se le dire, vide totalement la réforme de ses effets importants. On le rappelle, je l'ai rappelé hier, on obtient l'équilibre 2030 ou 2035 qu'avec l'hypothèse d'un taux de chômage à 4,5% et une augmentation de la productivité d'1% par an. Autant dire que... sur le taux de chômage, c'est quand même compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'énormes efforts qui sont faits, les retraites à 85%, le minimum retraite à 85% du SMIC, les 3 âges 16, 18, 20 avec les départs décalés, la clause du grand-père pour l'ensemble des régimes spéciaux. Enfin bref, il y a beaucoup d'argent qui est redistribué d'une certaine manière, et ça n'est absolument pas pris en compte, parce que moi j'ai l'impression, Anne-Sophie, t'es pas d'accord, mais j'ai l'impression, et ça a été le grand tort, je pense, de Macron dans cette histoire, que c'est devenu une affaire personnelle contre lui. Parce que c'est axé sur l'âge de départ. Et c'est vrai qu'en France, par rapport aux autres pays, on est très attaché à l'âge de départ, parce que c'est un peu un acquis aussi de liberté. Après, bien sûr, dans les faits, les gens partent souvent plus tard, notamment pour des raisons financières. C'est le cas dans les autres pays, où en effet, le débat se porte plus sur le niveau de la pension que sur l'âge de départ. Mais au moins d'avoir 62, on dit, j'ai la liberté, je sais pas, imaginons que je gagne au loto, et bien moi je peux partir plus tôt. Là, c'est vrai qu'on se dit, on perd entre guillemets 2 ans, donc c'est 2 ans de liberté en moins, même si dans les faits, souvent la retraite effective est plutôt 63 ans et demi. Voilà, quasiment 64 ans pour des raisons financières. Donc on voit qu'il y a un côté psychologique qui est très fort de se dire, voilà, on perd encore un acquis qui était important. Ok. Moi, je pense qu'il y a une dimension Macron, forcément. C'est-à-dire que il a eu la capacité de se construire et de ne pas avoir, pour l'instant en tout cas, de successeur. Et donc, que se passe-t-il après ? Et donc, l'enjeu, il y a une dimension politique forte, forcément, sur ce point-là, et qui va s'inscrire dans la durée. Là, on est sur les retraites. Demain, il y aura d'autres réformes qui seront proposées. Et lui sera au premier plan à chaque fois. Et ça, je pense que ça va compliquer la fin du quinquennat, même si on n'en est qu'au début. À fond. Pour nuancer ça, c'est vrai que quand on regarde vraiment les enquêtes d'opinion en détail, surtout par rapport aux partisans, droite, gauche, LR et Renaissance, on voit que même chez les partisans de Macron, donc qui devraient énormément soutenir, vous en avez 3 sur 10 en fait qui se disent, qui comprennent pourquoi il y a des manifestations et qui comprennent que de travailler 2 ans de plus, même si ça a été dit par le candidat, etc., ce soit compliqué dans ce contexte. Là aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, il y a sa personne qui peut cristalliser des critiques, mais même dans ce contexte, on va dire, ces sympathisants se disent, est-ce que c'était vraiment le bon moment opportun, vu le contexte, post-Covid, inflation et les quoi qu'il en coûte avec des milliards d'euros. C'est vrai que quand on parle maintenant de 13 milliards, vu ce dont on parle depuis 2 ans, c'est compliqué. Et donc, on voit que même les partisans se posent la question et on passe cette opposition nette qu'on avait dans les anciennes réformes, droite-gauche, pour, contre, et qui était beaucoup plus tranchée. Oui, mais probablement parce que on n'a pas Macron n'emporte pas, ne crée pas une dynamique, y compris dans son camp. Y compris dans son camp, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien quelle est sa construction intellectuelle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui, mais ça veut dire que on a du mal à adhérer. On peut être d'accord sur un point, sur un autre, mais ça crée pas un momentum, comme on dit en franglais, très fort derrière lui. Et donc chacun s'autorise à dire oui, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Et même si globalement un tel est supporter du président, on s'autorise à le critiquer, alors que je pense que sous Chirac avait une dynamique en tant que telle qui faisait que
Si, quand même. Alors là, Philippe, enfin, on va pas il partir était dans un débat sur Chirac, parce que très franchement, Non, Quand il était au pouvoir, c'était... la seule dynamique qu'il a jamais eue, c'est la conquête Chirac, enfin, Philippe. Oui, non. Il est plus libéral que Je n'ai rien Thatcher dit. en 86. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. En fait, je cherchais un mot. C'est souvent quand on est mort qu'on devient super. Ah ouais, donc non, on non, oublie non, tout non. ce qui s'est passé, Ah non. mais oui. Non, je suis d'accord. Non, il avait. Mais alors ça, pour moi, c'est le grand mystère de toute cette histoire. Il a en tête sans doute une trame, Macron. Il avait une trame, c'est le travail. Et donc, si tu mets ensemble l'entrepreneuriat, appelle-le comme tu veux, French Tech, machin, etc. et tout, la réforme de l'assurance chômage, les retraites, tu peux retrouver une forme de cohérence. Simplement, il ne l'a jamais joué. C'est-à-dire, ils ont refusé cet argument qui est pour moi l'argument le plus intéressant, qui est de dire, mais si on travaille tous plus, à la limite, laissez de côté la retraite, si on travaille tous plus, c'est plus d'argent pour l'hôpital, c'est plus d'argent pour la police, c'est plus d'argent pour l'ensemble des profs. En tout cas, en ce moment, ça marche peu. Mais c'est pas possible que ça marche pas, Anne-Sophie. Parce que chez les seniors, tu as des gens qui sont au chômage n'arrêtent pas d'essayer de vouloir travailler. Mais le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas. Non, je parle de ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Si vous travaillez tous 2 ans de plus, je suis 1965, je vous l'apprends là, nous sommes l'année qui va le plus contribuer en fait à cette réforme. Voilà, quand on prend ce qu'aurait donné la réforme Touraine si on avait touché à rien, etc. et tout, c'est ceux qui sont nés en 65 qui vont le plus contribuer. Ceux qui sont nés avant, nous te remercions. Exactement. Et ceux qui sont nés après, ceux qui sont nés après auraient pris la réforme Touraine de toute façon. Donc, enfin bref, peu importe. Donc c'est 18 mois de plus que je vais travailler. C'est juste que c'est plus d'impôts sur le revenu, plus de recettes fiscales, sociales pour l'ensemble de la machine. Travail, etc. Mais oui, mais on parle de ça, Anne-Sophie. On parle de l'ensemble de ceux qui sont au travail, qui vont y rester un peu plus longtemps et qui auraient apporté. L'évaluation, c'est à peu près 30 milliards supplémentaires de recettes fiscales, sociales à l'ensemble de notre système de répartition. Pour avoir cette vision-là, tout à fait, il faut en effet, dans une situation, en effet, tu as de bonnes conditions, tu aimes bien ton travail, tu as la liberté de choix, d'action, et tu es quand même assez autonome. Mais c'est 80% des gens qui travaillent, Anne-Sophie, qui sont dans cette situation. C'est pas 80%. Si, c'est 80% des gens qui travaillent. Qui sont en fin de carrière, et on passe cette liberté que tu peux avoir déjà d'avoir un emploi passion, d'avoir une capacité de choix. Toutes les études que je regarde, il y en avait une récente là, il y en avait une récente sur les acheteurs. Toutes les études que je regarde, une très récente sur les acheteurs, c'était même à plus de 90% des acheteurs qui déclaraient qu'ils aimaient leur travail et qu'ils étaient contents de faire leur travail. Et tu es dans des proportions, mais sur l'ensemble de la population, tu as des proportions qui ne descendent jamais en dessous de 70%. Je t'assure. Hein. Alors comment t'expliques ces résultats ? Quel résultat ? Qu'il y ait autant de personnes qui soient contre la réforme si les gens étaient si heureux de travailler absolument 2 ans de plus. Et parce que tout ça a été cristallisé, si tu veux, c'est un petit peu comme l'amour de Stendhal, tu vois. C'est-à-dire à un moment, tu sais, un peu de littérature. Le rouge et le noir, la cristallisation, comment Stendhal raconte comment finalement quelqu'un d'assez commun va devenir tout à coup un dieu ou une déesse parce que tout s'est cristallisé et comment à un moment la cristallisation disparaît. Et je crois que c'est ce qui s'est passé autour de cette réforme des retraites. Non, je pense qu'il y a vraiment un attachement à se dire je peux partir avant et en effet j'ai le choix de rester plus longtemps. Et là c'est le fait d'avoir cet âge légal qui soit décalé, qui touche vraiment, on va dire symboliquement, c'est ce que tu as dit, tout le monde. Oui, moi je pense qu'on est plus sur l'âge de la retraite, sur le symbole que sur quelque chose d'effectif. C'est déjà le cas. Donc, Philippe, ce que disait Anne-Sophie, là, parce que ça c'est l'argument qu'ils n'ont jamais pu utiliser, parce que c'est l'argument de l'extrême droite, c'est une réforme imposée par Bruxelles. Réforme, moi je ne le dirais pas comme ça, mais réforme nécessaire dans un contexte de remontée des taux d'intérêt avec 270-300 milliards à aller chercher sur les marchés cette année. Mais ce qu'on attend du gouvernement depuis un certain nombre d'années, c'est une certaine rigueur des finances publiques. On est tous d'accord sur les quoi qu'il en coûte qu'il y a pu avoir, mais il n'empêche que les déficits ne se résorbent pas spontanément. Donc il faut envoyer un message aux investisseurs. Parce que dans le même temps, on voit bien la construction
européenne. Je veux dire, il faut qu'on soit plus coordonné à l'échelle européenne. On a tous été contents de voir qu'Olaf Scholz était d'accord pour un financement européen la semaine dernière. Mais il faut que, pour que ça marche, il faut que tout le monde joue le jeu. Et donc, je ne dis pas que ce que font les Allemands, c'est parfait, mais il faut qu'on ait un ensemble cohérent. Et pour l'instant, l'ensemble n'était pas franchement cohérent. Aux Français de faire un peu d'effort. On est un petit peu dans la même logique que celle de Mitterrand au début des années 80, quand il dit après 3 dévaluations, si on reste dans le système monétaire européen, eh bien il faut qu'on fasse moins d'inflation pour être cohérent et que le système fonctionne. On est d'une certaine manière dans la même situation. Il faut qu'on fasse des efforts pour que l'Europe ait une dynamique qui soit cohérente et que on fasse pas l'hypothèse que c'est pas grave, tout marche bien et on ne sera pas pénalisé. Non, tout à fait. D'ailleurs, en disant extrême droite, je pensais aux dernières décisions de Giorgia Meloni en Italie sur donc elle avait promis qu'elle ne supprimerait pas les aides à la pompe, les subventions des carburants. Et elle les a bel et bien supprimées. Elle a été rattrapée. Oui, mais c'est intéressant de voir l'extrême droite rattrapée comme tout le monde, finalement. Complètement, mais bon, déjà, l'Italie n'est pas dans la même situation. Par la force du système. France, notamment avec son système bancaire, et donc a été un des pays les plus aidés après le Covid. Et ce qui est intéressant pour l'Italie, c'est toujours son solde primaire. Oui. Moi, c'est vraiment l'indicateur que je regarde beaucoup. Et on voit que normalement, cette année, alors qu'ils ont un risque de récession, ils reviendraient en excédent primaire. Donc on voit que le pays, même s'il a une dette de 20 points de PIB de plus que nous, eh bien, par sa gestion, en fait, est assez résilient. Et puis, il y a quand même Mario Draghi. D'un mot quand même pour solde primaire, c'est l'équivalent de l'EBITDA d'une certaine manière pour les entreprises, c'est-à-dire c'est avant le service de la dette. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment ça qui montre la gestion des finances publiques par le gouvernement. Comme l'EBITDA. Et depuis le début de l'euro, c'est l'Italie quand même qui a les finances publiques les plus saines sur ce critère. Exactement. Donc sur ce critère de solde primaire. Solde primaire, oui. Mais les Allemands aussi, au solde primaire. Non, ça alors non, regarde. Les Hollandais. d'Eurostat. Me dis pas que les Hollandais n'ont pas de solde primaire. Alors là, un monde s'effondre. Mais parmi les grands pays, non, là, il faut. Les Bataves. Parmi les grands pays, les Italiens sont les plus alors, les Allemands sont. Le seul problème pour eux, c'est qu'ils ont des taux d'intérêt qui sont inférieurs à leur taux de croissance. Ils n'ont pas de croissance potentielle. Ils n'ont pas de croissance potentielle. Et donc, il y a un effet boule de neige sur la dette qui est terrible. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais sur le plan de l'activité pure et des finances publiques, c'est plutôt rigoureux. Alors justement, ça nous amène à notre zone euro. Donc surprenante résilience de la zone euro, titré Les Échos en milieu de semaine. Donc je cite, les économistes sont en train de revoir à la hausse leurs prévisions de croissance pour la zone euro cette année. C'est la première fois depuis 18 mois. Est-ce que vous faites partie de ces économistes qui sont en train de... Moi, j'étais plutôt optimiste. D'ailleurs, tu me l'avais dit, il n'y a pas de récession en zone euro. Eh bien non, je t'avais dit pas de récession. Donc voilà, quand même. Bon, on peut le saluer, surtout que c'était l'année dernière. Mais donc tu révises encore plus à la hausse alors? Alors pas quand même encore plus, parce que bon, quand même, voilà, il y a toujours de l'incertitude. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est depuis 2-3 ans, on nous annonce toujours cette année de récession qui ne vient pas. Ouais. Et en fait, quand on regarde vraiment les chiffres, les acquis de croissance, etc., bon, après, voilà, tu vas me dire, vu les milliards qu'on a mis dans l'économie, il faut quand même que ça se voit à un moment. Et donc, c'est vrai que ça booste la demande. Donc, on a au niveau des entreprises plutôt de bons indicateurs. Et concernant cette année, on voit, le grand problème, c'est le ralentissement de la consommation, parce que les ménages, en effet, ont un fort taux d'épargne, mais ne consomment plus à cause des prix de l'énergie. Donc, mais en fait, il y a de l'argent. C'est juste que les anticipations sont négatives. Et au niveau des entreprises, il y a des commandes. Donc, on n'est pas du tout dans une situation de risque ou de crise comme on a pu la voir même après 2008. Pas du tout. Le problème, en effet, c'est que tout dépend de la situation des prix de l'énergie de l'Ukraine. Donc, c'est ça le vrai risque. C'est pas vraiment les indicateurs conjoncturels, pour l'instant. Philippe ? Mais moi, je révise à la hausse, oui. Mais parce que, en fait, c'est l'avantage ou l'inconvénient de l'âge. Moi, j'avais très vite en tête le choc de 74 sur la dynamique qu'on avait observée. Et quand Si. Non, je vais juste corriger, parce que tu donnes l'impression qu'en 74, tu faisais déjà des prévisions économiques. Non, pas encore. Mais
Oui, je comprends ce que tu dis. Quand on a vécu les années 70, j'étais déjà un peu grand, on a la perception d'une rupture. Et le choc énergétique qu'on a subi se compare à celui qu'on a eu en 74. C'est pas exactement la même ampleur, mais ça se compare. Et la différence entre les deux, c'est qu'on a eu là une politique économique extrêmement active qu'on n'avait pas eu à l'époque. Et il est intéressant d'observer que aujourd'hui, quand on corrige le PIB des termes de l'échange, on s'aperçoit qu'on a ce qu'on appelle un revenu réel intérieur qui s'effondre, comme en 74. Alors qu'à l'époque, le PIB avait exactement la même allure que ce revenu réel intérieur, alors que là, le PIB continue de progresser parce qu'il y a eu cette dynamique des finances publiques qu'on voit en France, qu'on voit en Allemagne, qu'on voit en Italie. Et c'est ça la vraie différence. Là aussi, un petit mot d'explication. Attention, ne pas confondre pouvoir d'achat et revenu réel intérieur. Absolument, voilà. absolument. Et le pouvoir d'achat, lui, a continué à augmenter, justement, grâce à un appareil de subvention massif. Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on paye nos importations beaucoup plus cher, le gaz notamment, mais on ne peut pas répercuter ces augmentations de prix sur les exportations. Exactement. Donc il faut que quelqu'un les amortisse, et c'est la consommation, c'est l'investissement, etc. Et donc on peut recalculer le PIB en prenant ce nouvel indice des prix, et quand on fait ce calcul, on a un repli assez marqué. On serait en récession au regard de cet indicateur. Et donc, en fait, ce qui est extrêmement intéressant sur la période, c'est que la politique économique extrêmement active a permis de limiter les pertes de pouvoir d'achat pour les ménages, à rassurer les entreprises sur la dynamique de demande, et fait de telle sorte que on a amorti le choc, on a mutualisé ce choc par le biais des finances publiques, et de ce fait-là, l'impact sur le PIB en tant que tel est très limité. Alors on le paiera dans la durée parce qu'on émet de la dette, mais c'est pas très grave ça. On en a quand même émis 2 fois plus que les Allemands. Hein. Oui, mais Et presque 3 fois plus que la moyenne de la zone euro. Oui, mais le point intéressant, c'est que cette situation va permettre de ne pas casser la dynamique du marché du travail. Ouais, je comprends. Et ça me paraît plus important qu'un calcul de comptabilité de finances publiques. Si tu regardes que la dette, en effet, il ne faut pas, hein, parce que peut-être qu'on a dépensé plus, mais nous, on n'est pas en récession comme les autres. Et le but de la récession, c'est le pire, parce que c'est vraiment la croissance qui se permet de te désendetter. L'Allemagne va l'être, tu crois, Anne-Sophie? Il y a un point d'interrogation, là, légèrement. 0,3, mais normalement, il devrait l'être. Par rapport à ça, l'autre élément, on en avait déjà parlé, sur la demande, c'est vraiment le fameux policy mix qui est cassé. C'est vrai que dans toutes les crises globales, on ouvre un peu les vannes, et puis une fois que la crise est terminée, on a une politique budgétaire et monétaire coordonnée, restrictive. Là, on n'a pas une politique budgétaire restrictive, c'est le moins qu'on puisse dire, on continue. Et puis la politique monétaire, elle est quand même très, très, très graduelle et très progressive. Et on dit, attention, on remonte les taux. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est que depuis 2008, on vit dans une situation qui n'est pas normale économiquement, d'avoir un taux d'intérêt inférieur au taux de croissance. Absolument. Donc emprunter à 1% sur 20 ans, ce n'était pas normal. Alors bien sûr, c'est agréable, on s'y est habitué, on a pu faire des affaires, etc. Mais là, on est plus dans une situation de normalisation que d'explosion des taux. On aurait dû en fait avoir cette politique de remontée très progressive depuis la crise de 2008, quand il y a eu des politiques budgétaires plus restrictives. On l'a pas eu, donc c'est vrai qu'on a toujours ce matelas budgétaire qui continue, pas qu'en Europe, aussi aux États-Unis, en Chine, toutes les zones continuent. Donc voilà, on n'a jamais eu autant de liquidités. Et puis voilà, alors on dit, certains disent qu'il y aura des bulles. Bon, ça, on entend toujours. Alors non, mais ça nous amène, il y a un petit peu d'inflation. Donc quand il y a quand même. Voilà. Il y en avait tu la vois. Covid. Alors attends, parce que j'ai plein de questions précises et donc ça tourne très vite. Tu la vois. Tiens, un petit mot de Roux de Bézieux pour vous. Geoffroy Roux de Bézieux dit. Alors attends, il faut que je prenne le début de la phrase parce qu'il parle des économistes qui ont perdu leur boussole. Depuis le Covid, ce que nous constatons, c'est que les économistes ont perdu leur boussole. Pas tous. Explique-t-il. À rebours des attentes, donc Roux de Bézieux lui estime que plusieurs facteurs militent pour que l'inflation perdure. La réalité est que nous allons entrer malgré nous dans une spirale d'inflation. Les négociations annuelles obligatoires se font avec des représentants de salariés qui vont logiquement demander des hausses de salaire significatives. Les entreprises ont besoin de recruter, fidéliser, et le salaire fait partie des éléments qui entrent en compte. Cela va se répercuter d'une manière ou d'une autre dans les prix. Donc Roux de Bézieux dit...
les économistes ont perdu la boule et non, il n'attend pas une baisse importante de l'inflation dans les mois qui viennent. Alors non, c'est encore, on se base quand même aux chiffres et comment on fait la prévision d'inflation. Qu'est-ce qu'on voit? On a eu la première phase en effet d'inflation post-Covid, mais là encore, rappelons-nous, on était en 2021 à 1,6% d'inflation en France, donc on était en deçà des 2%. Donc la question, c'est pas de l'inflation, c'est quel niveau. Il faut de l'inflation, il faut juste qu'elle soit maîtrisée. Donc première phase, on a eu de l'inflation, mais c'était juste normal, on a dit attention au loup parce que c'est sûr on n'en avait pas depuis 10 ans. Mais là on était juste dans la normalisation. Après en effet on a eu la crise énergétique où là on a eu trop d'inflation, là complètement, mais de l'inflation en plus qui était importée, donc qui est pas au fait. Et quand on regarde au niveau des salaires, oui, on a des augmentations de salaires, mais on voit que par rapport aux États-Unis, qu'on crée beaucoup trop de politiques budgétaires et donc on crée beaucoup trop de demandes par rapport au marché du travail. Donc eux, ils ont vraiment eu une inflation, on va dire classique, de création monétaire qui a créé de l'inflation, la fameuse courbe de Phillips. Nous, on n'est pas du tout dans cette situation, c'est de l'inflation importée. Donc on a eu des hausses dans certains secteurs qui étaient en tension, qu'on a eu pendant le Covid, qu'on a continué après, service à la personne, pharmacie, services financiers. Donc là, on a eu des hausses de salaire. Ça redescend ou pas, Anne-Sophie? Mais globalement, on n'a pas une hausse générale des prix dans tous les secteurs. On n'a que certains secteurs qui ont pu bénéficier de hausses des salaires. Et l'année prochaine, ça va redescendre. Pourquoi? Parce qu'on a un ralentissement de la croissance. Donc dès que vous avez une croissance qui ralentit, forcément, vous avez un impact sur la demande. Donc c'est déflationniste. Vous avez la hausse des taux, certes qui est progressive, mais qui quand même va porter ses effets. Et puis, c'est ce qu'on a dit, fort impact sur l'inflation, sur la consommation des ménages. Comme les anticipations sont négatives à cause des prix de l'énergie, et bien forcément, moins de consommation. Donc ça aussi, ce sera déflationniste. Donc on va continuer de descendre. Et là, c'est assez classique. C'est vraiment les indicateurs qui le montrent. Philippe? Moi, je crois 3-4 à la fin d'année? Oh oui. Ouais. C'est-à-dire que quand même, mais plutôt 4. Plutôt 4 que 3. On est dans une situation où, par rapport au dernier épisode d'inflation qu'on a eu, celui des années 70, il n'y a pas du tout de clause d'indexation, de mécanisme d'indexation. C'est Chirac 75, quand il déclare l'indexation unitaire des salaires sur les prix, crée un choc de persistance terrible. Là, on ne rentre pas du tout dans cette logique. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, effectivement, il va y avoir des négociations annuelles obligatoires, mais qu'est-ce qu'on voit sur les salaires? Moi, j'aime bien cette nouvelle base de données sur les salaires d'Indeed, qui qui suggère que dans les pays de la zone euro, depuis le début de l'automne, selon les pays, les pressions salariales ralentissent. Et donc, là, il y a un vrai changement qui s'opère à l'échelle de la zone euro, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. Et on est dans une situation où, effectivement, le risque de récession s'estompe, mais c'est pas pour autant qu'on rentre dans une logique de croissance folle. Et donc, même si les entreprises ont besoin de recruter, leur niveau d'activité ne va pas leur permettre de faire des choix aussi forts que ça. Donc, les choses vont se modérer. Moi, ce qui me préoccupe plus sur le plan de l'inflation, c'est ce que disait la note de l'INSEE du mois de décembre. Il y a les 2/3 des entreprises industrielles qui, à la fin 2022 ou au début 2023, renouvellent leur contrat d'énergie, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité, et donc à des prix qui seront bien plus élevés, et une partie de ces augmentations passeront dans les prix. C'est ce phénomène de contagion qui est aujourd'hui le plus préoccupant. Mais à peu près, puisque là, on a des chiffres, en partie grâce à Rexecode d'ailleurs, dont je me souviens. Tu en as à peu près 30% qui pensent qu'ils vont passer sans problème les augmentations dans les prix. 30%, ou même un peu plus d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment inquiets de la hausse de l'énergie, voilà, tout le tertiaire, etc. Bon, voilà, peu importe. Oui, mais même sur l'industrie, en fait, c'est une part de l'industrie qui est inquiète de ne pas pouvoir répercuter ça dans les prix. Oui, voilà. Mais ce qu'on voit quand même quand on regarde les indices de prix à l'échelle de la zone euro, c'est que les prix des biens et des services ont des contributions qui continuent de progresser, pas très vite, mais qui continuent de progresser. Ça veut dire, messieurs, madame, monsieur, réponse très rapide. On revoit à la hausse nos anticipations de croissance et l'inflation se calme. La Banque Centrale Européenne a joué un coup de maître.
Elle a pas mal joué. Oui. Elle a pas mal joué. Elle a bien fait d'attendre avant d'augmenter les Voilà. coûts. C'est vrai qu'elle avait été très critiquée pour ça. Ah, elle l'est toujours d'ailleurs. Ouais, elle l'est toujours. Mais en effet, elle a bien fait de jouer la montre, pour l'instant. Si on regarde. Pour l'instant, on marque une pause.